Je vais vous parler aussi des quartiers populaires. Ça va faire écho beaucoup en fait avec la présentation d'Ashley. Donc il y a des choses qu'elle a déjà dit. En fait, tout le contexte, je ne vais pas reprendre. Moi, je vais m'intéresser en fait particulièrement un peu aux réactions, aux résistances, aux solidarités qui ont été mises en œuvre face à la pandémie, au moment du confinement et puis aussi après. Et je vais vous présenter, je vais vous faire d'abord un cadrage, donc sur le plan de la présentation, je vais vous faire d'abord un cadrage sur mon enquête et puis sur le département de Seine-Saint-Denis. Contexte, donc moi je vais m'intéresser plus particulièrement sur le contexte sanitaire, et puis ensuite je parlerai en fait des pratiques d'adaptation des acteurs, des politiques locales de santé, donc plutôt acteurs de santé. Ensuite je ferai une partie plus sur les résistances et les solidarités des habitants, des associations dans les quartiers. Et enfin, j'ouvrirai un questionnement sur l'approche globale en santé, notamment les inégalités sociales et territoriales de santé, qu'on a déjà abordé hier dans le panel sur les vulnérabilités, mais du coup ça va faire écho à des choses qui ont déjà été dites. Donc pour présenter donc, rapidement mon enquête et le contexte sanitaire en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, moi je mène depuis un peu plus d'1 an une enquête sur les inégalités sociales et territoriales de santé en Seine-Saint-Denis, et notamment je m'intéresse aux politiques locales de santé, comment les acteurs au niveau, alors quand je dis local, ça peut être au niveau du quartier, de la ville, du département, de la région, je m'intéresse aussi par exemple à l'action de l'ARS, Île-de-France, vont essayer de mettre en place des actions en santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc c'est une enquête qui est menée dans le cadre de la plateforme santé-société du CNRS. Je suis sur l'axe 3 en fait, sur les politiques publiques et les inégalités de santé. Et donc notre terrain d'enquête, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, et on a choisi en fait plusieurs villes d'études. On a fait un échantillon. Je travaille aussi avec des géographes de la santé rattachés au LADIS. On a choisi un échantillon de villes pour mener notre enquête en lien, en fait, ce qui nous a intéressé dans l'échantillon, c'est de choisir des villes qui présentent des quartiers populaires, donc des quartiers politiques de la ville, mais avec une morphologie différente. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers d'habitat social, des quartiers aussi avec des pavillons un peu anciens, etc. Et puis aussi en termes d'éloignement du centre, on a des quartiers plus centraux, au sens de la mairie, c'est pas au sens des habitants du coup, et puis des quartiers qui sont perçus comme plus périphériques. Ça, après c'est important aussi de voir ce qu'on entend par centre et périphérie du point de vue des institutions et du point de vue des habitants, puisqu'on n'a pas la même perception. Donc le département de la Seine-Saint-Denis, donc si je fais un point sanitaire, donc je ne reviens pas sur tout le contexte, je vais revenir si justement au fil de ma présentation sur le contexte social et matériel, etc. Je vais d'abord en introduction faire un point sur le contexte sanitaire. Donc on est, alors déjà, avant la pandémie, le département de Seine-Saint-Denis, on a une situation plutôt défavorable en termes de santé. C'est un département où on a une plus grande fréquence des maladies chroniques, du type diabète. On a davantage de maladies à potentiel épidémique, tuberculose. Il y a aussi une étude dans le cadre de la plateforme santé sur la tuberculose, hépatite, etc. On a une insuffisance de l'accès aux soins, notamment pour les personnes, pour les populations en général, mais davantage pour les publics en situation de vulnérabilité. Et on va voir comment ça joue une concentration de personnes qui sont en habitat indigne ou en situation de précarité, que ce soit résidentielle ou matérielle. Et donc pendant la pandémie, sont venus à cette situation inégalitaire, sont venus s'ajouter les effets de la pandémie. Donc une surmortalité, il y a des études qui sont en cours, j'ai pas de chiffres, je suis pas vraiment quantitativiste, mais j'ai des collègues qui travaillent sur des données chiffrées. Une surmortalité liée au Covid et puis qui essaye d'expliquer aussi justement cette surmortalité, et des taux de contamination donc très élevés, une insuffisance des places en hospitalisation, en réanimation, et puis des conditions, donc ça je vais y revenir, des conditions de confinement plus difficiles, avec beaucoup de personnes qui ont occupé des métiers, qui ont continué à travailler, une promiscuité dans le logement, des familles qui étaient dans des logements petits, qui ont dû rester enfermées.
voilà, on va revenir sur cette question à la fin. Donc pour continuer sur la présentation de l'enquête, en fait, donc moi j'ai mené, alors déjà, je tiens à préciser que j'ai un ancrage aussi en tant qu'habitante et maire de quartier populaire. Donc voilà, c'est aussi... En fait, l'enquête, j'ai commencé l'enquête sur les politiques locales de santé, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, mais j'ai aussi voilà, une expérience de quartier, on va dire, j'ai aussi vécu le confinement et la pandémie en tant qu'habitante de quartier. Donc voilà, c'est un peu teinté aussi de cette expérience-là, évidemment. Sinon, voilà, plus formellement, mon enquête, j'ai mené des entretiens donc, dans 2 villes avec, alors j'ai féminisé les actrices de la santé, c'est majoritairement des femmes, donc j'ai commencé beaucoup à travailler avec les coordinatrices ateliers santé-ville et contrats locaux de santé. Ensuite, j'ai étendu à différents services de la mairie, services hygiène habitat, les directrices de CMS, de centres médicaux de santé, et puis les acteurs dans les quartiers, donc les directeurs et directrices de maisons de quartier, de centres municipaux, la maison des parents pour les villes aussi, etc. J'ai observé les animations en santé, alors pas tant que ça finalement, parce que je vais vous expliquer, mais ça n'a pas repris non plus, voilà, l'ouverture des portes n'a pas été totale encore. C'est en cours. Et j'ai observé aussi pas mal de réunions de coordination voilà, sur les dispositifs dédiés à la politique de santé, notamment CLS, les présentations de l'ARS aussi sur le contrat territorial de santé, etc. Voilà. Donc là, je vais me concentrer, donc voilà, deux constats, enfin deux premiers résultats. Alors oui, j'ai pas précisé que c'est un peu ma première présentation. Alors, c'est pas ma première présentation, j'ai déjà présenté devant le copie du CNRS, mais là, voilà, c'est plus une présentation publique de cette enquête. Hein, donc voilà, je suis au contraire très en attente de vos retours et puis de, voilà, si vous voyez des questionnements que j'ai pas soulevés, je serais ravie de vous entendre. Donc moi, en fait, pour mes premiers résultats sur, voilà, précisément les réactions à l'épreuve de la pandémie, je voudrais mettre en avant en fait, voilà, les pratiques d'adaptation un peu dans l'urgence des acteurs en santé. Et puis dans un deuxième temps, je reviendrai sur les expériences de solidarité, de sociabilité des acteurs, donc plus habitants, associations de quartier, voilà, plus au niveau des habitants. Donc premier constat, résultat, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est voilà, les acteurs en santé. Voilà, donc ça c'est tiré vraiment des entretiens avec les acteurs et actrices en santé. Ce sont donc les difficultés rencontrées pour, comme certains l'ont déjà souligné hier, pour poursuivre les actions de prévention, d'accès aux soins, etc. Et la nécessité de répondre dans l'urgence aux vulnérabilités rapportées par les habitants, hein, et notamment, voilà, Ashley a beaucoup parlé de la faim. Alors, dans les quartiers nord à Marseille, on a été touché par la faim, mais dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis aussi. Et donc, il y a eu tout un... Voilà, alors il y a eu des formes de suivi à distance, notamment un directeur du CCAS me disait, voilà, nous, on a continué à travailler, on a continué à suivre les gens par téléphone, on a mis en place des livraisons de colis. Alors, il y avait déjà des livraisons de colis, notamment pour les personnes âgées, des repas, des plateaux repas, etc. Donc, ils ont accentué tout ce travail-là. Il y a le département qui a mis en place une permanence téléphonique. D'ailleurs, il y a un livre de Jean-François Lahaye qui est consacré à cette question, qui s'appelle La parole donnée, qui est assez bien fait. En fait, il a repris plein de... Enfin, c'est l'équipe, ils ont repris des extraits de permanence téléphonique. Donc voilà, des personnes, il y a plusieurs thématiques. Voilà, des personnes qui étaient en situation d'isolement, qui n'avaient plus accès aux médecins, etc. Enfin, il y a voilà, plusieurs... et puis des personnes simplement voilà, qui avaient besoin de parler. Hein. Donc il y a eu aussi une mise en place de consultations médicales par téléphone, en visio. Donc ça, je vais revenir plus précisément sur les consultations aussi dans la suite. Mais après, voilà, il y a eu aussi un arrêt brutal en fait, hein, des animations, et notamment auprès des publics identifiés comme vulnérables, prioritaires, comme les personnes âgées, les jeunes, les personnes migrantes, les femmes seules aussi. Hein, et du coup, voilà, ces animations, ces activités se sont arrêtées pendant le confinement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles n'ont pas vraiment complètement repris. Voilà, moi, quand j'ai commencé vraiment mon enquête à l'automne, là, à la rentrée, en octobre-novembre, les personnes me disaient, on reprend avec des jauges réduites. Les personnes qui organisaient les actions, par exemple la coordinatrice ASV, elle me disait, mais même moi, je ne peux pas y aller, c'est limité à 1000 personnes. Donc, si je prends une place, en fait, donc voilà, elle organisait les actions. Et puis, c'était vraiment compliqué de rouvrir. Donc, il y avait des actions en extérieur, etc. Il y a des actions qui ont été complètement laissées de côté, notamment dans les maisons
de personnes âgées, en fait, toutes les animations. Alors là, ça reprend justement, alors, ça reprend aussi pas mal en extérieur, c'est des sorties. En extérieur, là, il y a eu des balles, là, ça commence à reprendre là, depuis le printemps. Mais voilà, il y a eu les personnes qui avaient été finalement très isolées n'ont pas pu reprendre leurs activités, même après le confinement. Voilà. Et après, sur les missions des acteurs en santé, il y a eu aussi un redéploiement justement des missions, des compétences. Par exemple, à l'ARS, tous les acteurs, alors moi je suis arrivée justement au moment où je voulais faire des entretiens avec les personnes qui sont responsables de la prévention, de la médiation en santé, etc. Ils m'ont dit, mais nous, en fait, là, ces derniers mois, on n'a pas du tout travaillé sur la prévention. On a tous été missionnés pour travailler sur la vaccination, sur donc, le dépistage, etc. Donc en fait, il y a eu un redéploiement des missions finalement, même au sein de l'ARS, entre les différents acteurs. Et puis après, par exemple, là, moi, je suis dans une des deux villes, le contrat local de santé, il est en cours de réécriture, enfin, il avait été écrit déjà il y a 5 ans, mais il y a beaucoup de turnover en fait dans les équipes, c'est des métiers qui sont quand même assez précarisés, et du coup la coordinatrice CLS est en train de réactualiser un peu le contrat local de santé, donc elle m'a associée aussi à ce travail-là, et justement elle a inclus des thématiques qui sont apparues très fortement pendant la pandémie, et notamment la thématique de la santé mentale, sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus là sur la prochaine diapo. Voilà, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis adapter les actions santé, c'est aussi que, en fait, justement, la période de pandémie, de crise sanitaire, elle a mis à jour des problématiques de santé qui étaient déjà là, en fait, mais qui n'étaient pas forcément visibilisées, notamment la santé mentale, on en a parlé déjà hier, et aussi la précarité alimentaire. Donc voilà, moi je voulais mettre un peu le focus sur ces deux thématiques. Et notamment sur la santé mentale, moi je me suis beaucoup intéressée ces derniers mois à la santé mentale des jeunes. Enfin, il y a eu beaucoup de rencontres, justement, voilà, on s'est rendu compte que c'était une thématique très importante. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les différents acteurs sur cette thématique de la santé mentale des jeunes. Donc moi j'ai aussi glané beaucoup de données donc là c'est des données tirées d'un entretien avec une psychologue qui travaille dans une maison des adolescents. Et puis j'avais rencontré aussi au cours d'une journée une pédopsychiatre qui travaille dans un hôpital qui reçoit beaucoup d'adolescents aussi. Et du coup, j'ai refait un peu un point sur cette thématique-là. Donc, donc les deux personnes, la psychologue et la pédopsie, ce qu'elle notait surtout, c'est pour les adolescents, il y avait une rupture du lien de sociabilité. Du jour au lendemain, on se retrouve enfermé, on ne peut plus aller au collège ou au lycée, on ne peut plus aller au terrain de sport. Donc voilà, il y a un isolement, une déprime, un ennui. Après, évidemment, il y a la poursuite des relations via les réseaux, les téléphones, etc. Mais il y a eu quand même une souffrance de ce manque de sociabilité. Et puis il y a parfois eu aussi des cohabitations familiales difficiles. Certains avaient des résidences secondaires pour aller être un peu au large, etc. En Seine-Saint-Denis, on a quand même déjà un taux de suroccupation important en fait, dans les quartiers populaires. Donc là, évidemment, il faut vivre à nombreux 5-6 sous le même toit, parfois dans un 2 pièces, etc. Donc évidemment, ça peut créer des tensions, mais pas seulement, on va voir. Ensuite, ce qu'ils ont noté, alors justement, ils ont essayé de maintenir un suivi au téléphone. Donc ce qu'ils ont relevé, c'est qu'il y avait aussi un changement de rythme. Il n'y a plus besoin de se lever pour aller à l'école, donc il y avait un décalage entre nuit et jour, une perte des repères. Et justement, il y avait aussi des troubles, paradoxalement, du sommeil et de l'alimentation, et notamment, ils se couchaient beaucoup plus tard, le sommeil était complètement déstructuré, etc. Donc toutes ces questions du sommeil et de l'alimentation sont ressorties. Il y avait aussi une forte angoisse, j'ai parlé de déprime par rapport à l'ennui, mais il y avait aussi une très forte angoisse dans les entretiens, par téléphone pendant le confinement et puis après, par rapport à la perte des proches, par rapport à la maladie, l'angoisse que les parents soient malades ou décèdent. Ça c'était très très fort dans le discours des adolescents. Et du coup, ce que m'a dit la psychologue notamment, c'est qu'ils ont réussi en fait, la maison des adolescents dans une des deux villes, à maintenir un suivi psychologique pour prendre des nouvelles. Et il y avait vraiment un besoin d'écoute, mais parfois c'était difficile parce que quand on est tous donc il y a des jeunes par exemple qui s'enfermaient dans la salle de bain pour avoir leur entretien avec la psy. Parce que quand on est dans un logement, on est à 3 dans la même chambre, le salon partagé, etc. Donc il y avait comme ça des stratégies un peu de contournement du fait de ne pas pouvoir être seul pour faire son entretien téléphonique. Évidemment c'est pas l'idéal, mais c'était déjà ça. Et après ce qu'a dit justement la pédopsie en hôpital, elle a souligné aussi une autre dimension qui était plus positive,
c'est que certains jeunes ont redécouvert aussi la sociabilité familiale, c'est-à-dire que le fait de passer du temps tous ensemble, voilà, les jeunes sont quand même souvent dehors avec leurs copains, etc. Mais là, en fait, il y avait aussi une sociabilité familiale, donc voilà, on fait la cuisine, on s'occupe, d'habitude on s'occupe aussi des plus petits, etc. Mais là, avec une dimension positive, en disant, voilà, finalement, voilà, les parents ne travaillent plus, on ne va plus à l'école, on peut passer du temps en famille, donc ça peut être aussi une manière de se redécouvrir, de passer du temps ensemble, etc. Donc, il y avait aussi des témoignages positifs de sociabilité familiale, voilà, très, très agréable du coup. Voilà. Et puis, donc, l'entraide et la solidarité, je vais y revenir dans la partie suivante. Et du coup, voilà, parce que ce que j'ai déjà dit, c'est que la thématique de la santé mentale, elle a été... il reste oui, très bien. Parfait. Oui, il me reste 2 slides. Voilà, donc je parlais dans les quartiers, voilà, au début aussi des pratiques de solidarité. Donc là, ce que je voudrais mettre en avant, comme Ashley, en fait, ça fait vraiment écho à ce qu'elle nous a raconté dans les quartiers nord à Marseille, c'est que, voilà, donc je dis on aussi, du coup, voilà, je dis tout le temps on parce que je m'inclus dans les habitants, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la pandémie, elle a accentué les inégalités sociales de santé et elle a montré voilà, que c'était des quartiers, alors on dit territoire maintenant, on nous appelle territoire maintenant, voilà, qui recevaient moins l'attention des politiques publiques, qui souffraient de discrimination, voilà, face à la santé, à l'éducation, etc. Mais du coup, voilà, et ça a été des quartiers très stigmatisés, voilà, que ce soit à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, on a un peu le même combat, très stigmatisés aussi pendant la pandémie, avec voilà, les jeunes qui sortent, qui se font beaucoup verbaliser, par exemple. Voilà, j'étais à un colloque à Toulouse il y a quelques mois. Une collègue avait travaillé sur les contraventions, les verbalisations, justement, et elle a travaillé sur les populations des jeunes des quartiers en montrant que voilà, il y avait une surreprésentation dans les verbalisations, etc. Voilà, une forme de répression plus forte, en fait, dans le cas qui est d'habitude, mais aussi sur les verbalisations par rapport aux attestations, etc. Donc voilà, pour sortir un peu justement de cette stigmatisation. Après, alors justement, dans les médias, dans un deuxième temps, il y a eu un petit peu une valorisation des pratiques de solidarité, de résistance. Donc moi, c'est là-dessus que je vais m'arrêter davantage. C'est que, voilà, du coup, les habitants se sont organisés spontanément pour pallier à la précarité alimentaire, pour rompre l'isolement des personnes les plus vulnérables, etc. Et ils ont expérimenté, en fait, dans l'urgence, des formes de solidarité ancrées dans un réseau d'acteurs déjà identifiés, déjà reconnus, etc. Et dans des sociabilités de quartier. Donc voilà, il y a des associations de quartier qui sont déjà ancrées. Il y a des lieux, par exemple les maisons de quartier ou les collèges aussi. Voilà, il y a eu par exemple dans un quartier, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites dans le collège. Voilà, les locaux ont été ouverts pour la distribution, etc. Donc il y a des lieux identifiés, des personnes, des réseaux d'associations identifiés, etc. Et donc les habitants ont joué vraiment un rôle important dans la distribution des colis alimentaires, dans l'aide aux devoirs, dans la visite aux personnes âgées. Puis il y a une identification des personnes, c'est-à-dire voilà, là, la vieille dame au 3e étage, il faut aller la voir. Il y a une connaissance en fait du territoire qui justement qui devrait être davantage valorisée. Les voisines de quartier, voilà, les mamans du quartier, comme on dit, elles connaissent, elles savent que là, il y a madame, voilà, les personnes âgées, etc. Donc elles vont pouvoir justement identifier, dire là, il faut aller prendre des nouvelles, donner de l'aide, etc. Et je voulais insister aussi dans ces solidarités sur le rôle des jeunes, justement, des jeunes plutôt lycéens, aussi collégiens, aussi les plus grands, qui n'allaient plus à l'école, ils se sont beaucoup investis justement dans les distributions alimentaires. Ils n'étaient pas que, voilà, des fois ils sortaient dehors, peut-être sans attestation, mais ils allaient justement apporter les colis alimentaires aux petites mamies, etc. Donc voilà, il y a un rôle très... les jeunes, ils sont très ancrés justement aussi dans les associations de quartier, donc ils ont été voilà, un renfort très important puisqu'ils n'allaient pas au collège ou au lycée. Voilà, il y a eu tout un développement aussi de solidarité en direction des soignants, et notamment des colis. Alors tu en as parlé, je sais que c'était la même chose, mais les habitants ont fait par exemple des gâteaux ou des choses pour soutenir les soignants. Il y a eu des pratiques d'hébergement solidaire aussi, des personnes qui ont hébergé les soignants qui habitaient loin, par exemple. Voilà, et puis il y a eu des relais pour apporter les affaires aux personnes hospitalisées pendant longtemps, apporter des vêtements, des objets, etc. Voilà. Et ok, c'est la dernière slide. Je suis désolée. Et du coup, voilà, et toutes ces initiatives citoyennes de solidarité locale, etc., elles ont été justement valorisées dans le discours des acteurs par la suite. Et voilà, moi je vais insister là-dessus, sur le fait que, en fait, moi ce que je vois aussi dans mon travail, que ce soit les habitants, les associations de quartier, etc., ou
les acteurs, actrices de santé au niveau local, il y a des expériences, des compétences qui sont déjà mises en œuvre en fait, au quotidien et qu'il faudrait davantage valoriser. Alors après, il y a eu des soutiens, par exemple, il y a eu des appels, des soutiens, subventions pour, je ne sais plus comment ça s'est appelé, quartier solidaire. Alors, l'été, il y a eu quartier d'été, ensuite quartier solidaire, voilà. Il y a eu des subventions qui ont été lancées pour des projets de soutien à la scolarité notamment, etc. Donc il y a eu des soutiens un peu financiers voilà, qui sont arrivés après, mais voilà, c'est toujours un peu après. Donc, je voudrais terminer vraiment en conclusion, dernière diapo, je voulais passer chez vous, voilà, dernière diapo. Je voudrais insister en fait, et c'est ce que je fais là dans mon enquête actuellement, sur la nécessité de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et d'envisager justement en fait la santé dans une approche globale. C'est-à-dire on a souvent en fait dans la littérature en sciences sociales ou en santé publique, on dit la santé dans toutes les politiques. C'est déjà le cas en fait au quotidien. Il y a déjà en fait plein d'actions. Il y a déjà une forme de décloisonnement en fait, sectoriel et thématique dans la mise en œuvre des actions. Dans la politique de la ville, on travaille sur la santé, sur l'éducation, sur l'habitat. Les acteurs, ils travaillent ensemble. Donc du coup, il faudrait aussi davantage valoriser ce travail de coordination des acteurs en fait, et lutter contre justement ce qu'on appelle les déterminants sociaux de santé, notamment l'habitat. Là, on a bien vu apparaître que tout le monde n'a pas les mêmes conditions de confinement. Tout le monde n'a pas la possibilité de télétravailler ou d'aller à la campagne, etc. Les conditions de travail aussi, donc habitat et travail, une plus grande fréquence des métiers précaires, les métiers qu'on a appelés de première ligne, les caissières, les vigiles, les chauffeurs-livreurs, etc. La nécessité de continuer à prendre les transports en commun, donc de se mettre davantage en danger. Donc tout ça, voilà, avoir une approche davantage globale de la santé, habitat, logement, habitat, travail, etc. Et puis aussi, voilà, pour faire un écho à ce que disait Ashley aussi, lutter contre la stigmatisation, soit des jeunes ou des autres, des habitants des quartiers populaires en général, et valoriser les pratiques spontanées, citoyennes, je sais pas comment on les appelle, des habitants et des habitantes. C'est beaucoup aussi des maires. Voilà, j'ai terminé.